Oh mon dieu, c'était incroyable. Analysons-le tout de suite. Ok, on va faire ça plan par plan et on verra s'il y a des trucs à rajouter après. La première chose qui m'intéresse, c'est le fait que Omega Force ait été remplacé par un studio inconnu au bataillon, AAA Game Studio. Historiquement, c'est Omega Force qui s'occupe de tous les jeux Warriors, donc là c'est un peu bizarre qu'il soit pas sur celui-ci. En fouillant un peu, j'ai pu tomber sur un article d'actugaming.net qui m'a redirigé vers deux autres articles en japonais sur lesquels j'ai pu en apprendre un petit peu plus sur AAA Game Studio. Sur le premier lien chez Famitsu, Yosuke Hayashi nous dit: en 2025, nous serons en mesure de livrer le premier titre développé par AAA Studio, un nouveau studio de développement de Koei Tecmo Games. Il est actuellement soumis à une production intensive. Et sur le second lien, chez 4Gamer, le même Yosuke Hayashi nous dit: 2025 devrait être une année où je peux annoncer et remettre divers titres, y compris les titres de AAA Studio dont je suis responsable. On apprend donc avec ces deux articles que tout comme Omega Force, AAA Game Studio est une filiale de Koei Tecmo Games. Et Yosuke Hayashi, qui y travaille visiblement en tant que producteur, n'est pas n'importe qui, il a tenu un rôle de producteur sur les précédents Hyrule Warriors. Nous pouvons donc être rassurés, malgré le fait que ce soit un nouveau studio, c'est la même personne à la barre. Le trailer enchaîne ensuite avec la fresque que l'on connaît très bien de Tears of the Kingdom, y a pas grand chose à rajouter là-dessus, continuons. Sur les trois plans qui suivent, on voit Zelda dans sa tenue bleue d'exploration, tenant sa pierre occulte et suivant Roro et Sonia. Étant donné qu'elle n'a pas encore sa tenue blanche et qu'elle semble se poser des questions sur sa pierre occulte, j'imagine que c'est peu de temps après son arrivée. Roro et Sonia sont en train de l'amener au château, que l'on voit dans le fond, et c'est sûrement là-bas qu'elle recevra sa tenue blanche. Le chemin me rappelle celui qui mène au sanctuaire de la Renaissance, et étant donné qu'on sait que le château se trouvait au-dessus, ça se tient. L'endroit semble cependant un peu différent de celui auquel nous sommes habitués. Zelda mentionne également la guerre du sceau, qui est évidemment un des événements clés de ce jeu. Pour ceux qui auraient oublié, la guerre du sceau c'est cet événement très important pour Tears of the Kingdom, où Roro, accompagné des 6 sages, a réussi à sceller Ganondorf. Le plan suivant est intéressant. Il reprend assez fidèlement un plan qui est visible dans le troisième souvenir de Tears of the Kingdom, celui où Zelda arrive. Pour moi, cela semble indiquer que les événements se passeront de la même façon que l'on nous l'avait montré dans Tears of the Kingdom, et que le jeu en sera d'autant plus canon. Mais on en reparlera plus tard. Pour revenir sur le troisième souvenir, à la fin, Zelda semble comprendre être dans le passé en entendant les noms de Raoru et Sonia, qu'elle a sûrement lu dans des archives royales sur la fondation du royaume. J'imagine que c'est en leur donnant ces informations que Raoru s'exclame: il n'est donc pas impossible que tu aies remonté le temps. Cet extra audio se passerait donc juste après la fin du troisième souvenir, peu avant qu'ils prennent le chemin du château. Ce plan semble être un extrait de gameplay, sûrement le premier moment où on peut contrôler Zelda, le tuto. Étant donné qu'on ne voit pas encore le château, j'imagine que ça vient un peu avant le plan précédent. L'endroit en particulier me rappelle le bois des esprits, et vu l'angle du troisième souvenir dans Tears of the Kingdom, j'aurais tendance à dire que Zelda s'est retrouvée pas loin. Peut-être que dans le passé, le bois s'étendait plus vers l'est et qu'il fallait le traverser pour aller du nord du plateau jusqu'au château. Château que l'on voit d'ailleurs sur le groupe de plans suivant, avec le mont Ilia derrière, ce qui confirme que le château est bel et bien au-dessus du sanctuaire de la Renaissance, comme on pouvait le voir dans le 17ème souvenir de Tears of the Kingdom. Le trailer nous dit ensuite qu'il s'agit du récit qui a conduit à Tears of the Kingdom. J'ai vérifié dans les autres langues, en anglais et en japonais, et il n'y a pas vraiment de différence de traduction. Il n'y a peut-être pas grand chose visuellement sur ce plan, mais je le trouve très intéressant. Déjà, rien qu'avec la formulation de la phrase, on a un effet miroir qui est fait avec l'ère du fléau. Un des trailers principaux décrivait le jeu comme étant un récit qui se déroule 100 ans avant Breath of the Wild. Donc forcément, ça peut faire un peu peur, on peut se poser la question de la canonicité, de si ça va être dans une autre timeline ou pas. Mais je pense que cet effet miroir est surtout là pour indiquer que ce sont des jeux de la série Warriors. Par contre, la différence des mots utilisés est très importante. On ne parle plus d'un récit parmi tant d'autres, mais du récit, insinuant qu'il n'y en a qu'un seul. Le fait de dire explicitement qu'il conduit à Tears of the Kingdom me laisse penser qu'on sera peut-être vraiment sur une histoire qui s'imbrique dans la timeline, sans embrouille avec une réalité alternative ou quoi. Après, on peut argumenter sur le fait que un récit qui se déroule 100 ans avant Breath of the Wild, c'est aussi assez explicite, ce à quoi je réponds oui, mais moins. On enchaîne avec Raoru qui se bat quelque part dans la plaine d'Hyrule, a priori après que Ganondorf ait récupéré la pierre occulte de Sonia, étant donné la lune de sang. On y retrouve les ennemis de Tears of the Kingdom avec leur corne si particulière. Ce qui fait sens, on les avait vus dans les cinématiques, mais ça me fait me demander s'il n'y aura pas une mécanique de fusion, vu que Raoru devrait avoir accès à Amalgam. D'ailleurs, on le voit utiliser en prise pour manipuler sa lance, et je serais curieux de le voir utiliser infiltration. Le plan suivant est très court mais nous donne beaucoup d'informations. On y voit Ganondorf dans sa forme normale en train de parler, et sa posture nous indique qu'il est assis. Cependant, prêtons un peu plus attention aux détails. On voit par son léger sourire à la fin qu'il est sûr de lui, probablement en position de force, et il semble y avoir un filtre qui n'est pas sans rappeler le désert Gerudo sur l'image. Dans quel contexte pourrait donc trouver Ganondorf assis, sûr de lui, en position de puissance, et dans le désert ? Je pense qu'il y a moyen que cette scène se déroule dans la salle du trône de la cité Gerudo, à l'époque où Ganondorf était encore son roi.
Le fait qu'on ne voit que la moitié de son visage me laisse penser qu'il s'agit là de sa scène d'introduction. A partir de ces éléments, il est facile d'imaginer qu'il est soit en train de répondre à une de ses soldats qui lui fait un rapport sur le roi Raoru, peut-être sur l'arrivée de Zelda, ou alors il est en train de recevoir un envoyé de Raoru qui l'invite à se présenter devant son roi, ce qu'il ne fera évidemment pas, nous le savons. En tout cas, pas avant d'avoir testé la puissance militaire de Raoru. Mineru apparaît ensuite pour la première fois de ce trailer, fuyant et affrontant un gigatracien. On peut la voir utilisant des artefacts sonos, notamment une roulette pour ce qui est sûrement son animation de course, puis pour son animation de coup fatal, l'attaque surpuissante à charger en tuant un nombre d'ennemis incroyable, on peut la voir utiliser ses pouvoirs de l'esprit pour invoquer non pas le golem qu'elle contrôle dans Tears of the Kingdom, mais bien celui qu'on affronte en tant que boss du temple de l'esprit. Ou en tout cas un golem de la même gamme. On peut noter les bras supplémentaires sur le torse et les épaules, mais également les antennes sur la tête. En parlant de golem, une annonce a été faite sur Twitter concernant la production d'amiibo des 5 sages de Tears of the Kingdom. Il est intéressant de noter que les 4 classiques seront disponibles en même temps que la Switch 2, tandis que le golem de Mineru, dont on peut d'ailleurs voir un nouvel artwork très joli, ne sera disponible qu'après. Peut-être pour faire correspondre la sortie avec les chroniques du saut. Il n'y avait pas d'objet unique à obtenir avec les amiibo dans l'ère du fléau, et je présume que ça sera pareil dans ce nouveau jeu. Un autre point à noter vis-à-vis de ce passage du trailer, c'est qu'on est dans les profondeurs. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en apprendre un peu plus sur cet endroit entouré de mystères, même si je crois que l'utilisation des mines date surtout d'avant l'époque de Raoru et Mineru, quand les sonos étaient encore nombreux. J'ai aussi remarqué que le gigatracien avait une couleur d'œil différent. Ça semble pas très important, mais ça pourrait indiquer qu'il n'est pas encore sous l'influence de Ganondorf. Cette scène pourrait donc se passer avant le meurtre de Sonia. On pourrait imaginer une mission avec Mineru et Zelda qui partent à la recherche de Sonium. On voit ensuite Raoru qui serre le poing. Le fond semble indiquer que la lune de sang est en cours, ce serait donc peu après la mort de Sonia. On peut imaginer très facilement qu'il s'en veut de ne pas avoir réussi à la protéger. Sur le plan suivant, Zelda est en train d'affronter un Lynel. Étant donné sa tenue blanche et la lune de sang, on est sûrement encore une fois après l'attaque de Ganondorf. Elle semble utiliser ses pouvoirs de lumière pour attaquer avec l'épée, puis ses pouvoirs de temps pour continuer l'attaque. Je trouve que c'est vraiment très créatif de la part des développeurs. Je crois identifier l'attaque comme étant un coup point faible, le genre de coup qui se déclenche quand tu as suffisamment fait baisser la jauge de points faibles d'un ennemi puissant. Une pensée qui me vient en voyant Zelda utiliser une épée, c'est que les développeurs ont sûrement fait ça pour que les fans puissent avoir un gameplay épéiste similaire à Link pour combler sa supposée absence. Un peu comme ce qui a été fait avec le mode épéiste dans Echoes of Wisdom. Peut-être que j'interprète un peu trop, mais ça pourrait insinuer que Link ne sera bel et bien pas jouable dans cet opus, ce qui ferait bien évidemment sens en termes d'histoire. Les sages sont tous alignés sur le plan suivant, et ils ont déjà tous leur pierre occulte, donc ça se passe au moins après le souvenir 12. Raoru parle en balayant du regard devant lui. J'imagine qu'il parle à une armée composée de soldats de tous les peuples d'Hyrule, s'apprêtant à aller mener bataille contre les forces de Ganondorf. En ce qui concerne le lieu, si on regarde au plafond, c'est pas très facile de le voir, mais on voit des motifs de ronds qu'on peut retrouver dans le temple oublié. C'est là que les survivants de l'attaque semblent avoir pris refuge dans le souvenir 13, donc c'est cohérent. Si on continue, on voit Zelda et Raoru qui semblent lancer une attaque combinée devant le château d'Hyrule. Vu le lieu et la lune de sang, je dirais qu'il s'agit probablement d'un extrait de la mission qui suit la mort de Sonia. En prenant en compte le début du plan suivant, avec Zelda et Raoru flous positionnés dans des cercles bleus, je dirais qu'il s'agit d'une attaque combinée que le joueur lance, et non d'une cinématique qui aurait lieu avant. J'aurais aimé dire qu'il s'agit d'un nouveau type de gameplay nous permettant d'effectuer des attaques combinées avec n'importe quelle paire de personnages, mais ces cercles bleus semblent importants pour lancer cette attaque, donc peut-être que c'est plutôt un événement scripté, du genre « Zelda, combinons nos pouvoirs pour lancer une attaque destructrice sur l'armée ennemie située à tel endroit de la carte ». C'est assez fréquent dans les jeux Warriors. Peut-être même que c'est l'attaque de fin de mission qui vient repousser temporairement Ganondorf du plateau du prélude, ou qui permet au groupe de s'échapper. Vient ensuite le titre du jeu. Déjà visuellement il est magnifique, mais ensuite Chronique du Sceau. L'utilisation du mot chronique me fait vraiment dire que ce sera canon, tu vois, c'est vraiment... Tu n'utilises pas chronique pour un truc qui est faux, ou qui est d'une autre timeline. Mais peut-être que je suis délu, on sait pas. Et finalement la révélation, cet hiver. On n'a pas de date, et en soi, cet hiver pourrait dire janvier 2026, mais encore une fois, si on reprend la citation de Yosuke Hayashi, j'ai envie de croire qu'on peut s'attendre à une sortie début décembre, pour coller aux fêtes de fin d'année. En tout cas, ça me ferait plaisir. Nous en avons maintenant fini avec l'analyse plan par plan, mais j'aimerais qu'on se penche un peu sur les personnages jouables. Le trailer ne nous confirme que Zelda, Raoru et Mineru, mais je pense qu'il est raisonnable d'imaginer que les 4 sages du passé seront également jouables, et il en va de même pour Ganondorf. Je trouve aussi relativement probable que le jeu introduise de nouveaux personnages. Par exemple, une Sheikah qui serait l'équivalent de Dimpa et qui serait la préceptrice ou la garde personnelle de l'enfant de Sonia et Raoru. En soi, cette personne pourrait être la suivante qui a écrit sur les stèles que l'on trouve dans le ciel, mais je ne sais pas si elle est comptée comme un nouveau personnage. À vous de me dire. J'ai cependant un doute concernant Sonia. Déjà parce qu'elle meurt, spoiler, et ensuite parce que je la vois plus dans un rôle de support. Après, je ne doute pas que les développeurs puissent y trouver un moveset, et vu le peu de personnages disponibles à cette époque, ça m'étonnerait pas qu'ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Et sur un malentendu, peut-être avec un peu de chance, si vraiment
ils veulent gratouiller tous les personnages qu'ils peuvent, on pourrait avoir Kume et Kotake jouables. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup, ça me permettrait d'avoir un peu plus d'infos sur elle. Et sinon, en personnage caché à débloquer en post-game, on pourrait penser peut-être au héros ancestral. À voir. Faisons maintenant un petit récap de ce à quoi on peut s'attendre, soit parce qu'on l'a vu dans le trailer, soit parce que ça me paraît logique. Déjà, on va avoir une histoire centrée autour de Zelda, qui va la suivre de son arrivée dans le passé jusqu'à la fin de la guerre du Sceau, et qui va se passer potentiellement dans la timeline principale. J'imagine qu'on va la voir s'entraîner à utiliser les rétrospectives et enquêter pour démasquer la marionnette de Ganondorf par exemple. On va également voir avec plus de détails à quoi ressemblait le royaume des Rules à ses débuts, notamment le château, mais potentiellement plus. Je suis particulièrement curieux de voir la forêt Korogu de l'époque par exemple. Et si l'on s'en fie à la façon dont l'ère du fléau faisait les choses, on peut s'attendre à de nouvelles interactions entre les personnages qui vont venir développer leur personnalité et leur histoire. Ce qui m'intéresse surtout, ça va être de nouvelles informations sur les anciens sages. Pas forcément leur visage, mais j'aimerais un peu plus que « Je suis ton ancêtre et j'ai fait une promesse à Zelda ». Ah, petite info bonus de dernière minute sur laquelle je tombe alors que je suis en train d'enregistrer. Sur les versions américaines du site de Nintendo, on peut lire en description du jeu qu'il s'agit du compte canonique des événements. Pour moi, ça confirme bel et bien que le jeu se situera sur la timeline classique et non sur une branche séparée comme le précédent Hyrule Warriors. Eh bien écoutez, ceci va conclure cette vidéo. Je suis très content de cette annonce, j'ai beaucoup aimé les précédents jeux Warriors et je compte faire plus de vidéos sur celui-ci, ainsi que sur Zelda Notes, qui m'intéresse bien plus que ce qu'il ne devrait. Donc si tout ça vous intéresse, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir.